Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment se protéger des accidents domestiques ? La question forcément a de quoi inquiéter quand on sait que ces accidents de la vie courante, comme on les appelle, c'est-à-dire les chutes, les brûlures, les intoxications, touchent plus de 11 millions de personnes chaque année. Repérer les dangers, protéger les personnes âgées, sensibiliser les enfants, connaître aussi peut-être les premiers gestes qui sauvent. On en parle aujourd'hui avec une experte qui, elle, a une vue d'ensemble sur ces dangers qui nous guettent au quotidien. Elle est secrétaire générale d'AXA Prévention. Bonjour Catherine Chazal. Bonjour. Alors, peut-être d'abord, dans la typologie des accidents de la vie tels qu'on les connaît, un accident domestique précisément, c'est quoi ? Alors, les accidents domestiques, ce sont tous les accidents qui ne sont ni des accidents de la route, ni des accidents du travail. Donc, en gros, tous les traumatismes non intentionnels qui peuvent arriver dans un cadre domestique, à la maison notamment. C'est-à-dire une chute, s'étouffer sur une cacahuète. Étouffement, brûlure, noyade. Ah oui, évidemment. Alors, le chiffre, je le disais en introduction, 11 millions d'accidents. Attention, pas 11 millions de victimes, parce que la gravité de ces accidents peut varier énormément, mais c'est énorme. C'est presque une personne sur 6 chaque année qui est victime d'un accident, à un titre ou à un autre, chez elle. Oui, c'est un chiffre qui est très méconnu. Il faut savoir que les accidents domestiques, c'est aujourd'hui la 3e cause de mortalité en France. Donc, il y a en effet 11 millions d'accidents domestiques en France chaque année, et ça représente 20 000 morts par an. Vous imaginez qu'on est quand même... Moi, je pense évidemment aux accidents de la route dont on tient la courbe très précisément année après année pour voir comment ça évolue. La courbe des accidents domestiques, elle évolue dans le même sens ? On est vers une baisse ou ça reste relativement stable ? Ça reste relativement stable. En fait, ce qui se passe, c'est que l'accident domestique, souvent l'accident à la maison, quand on est chez soi, on se sent en sécurité dans un cocon. Donc, on ne pense pas que c'est un lieu extrêmement dangereux, en particulier pour les plus jeunes et pour les personnes âgées de plus de 65 ans. On va rentrer dans le détail de ces choses qu'il faut surveiller à la maison. C'est évident, vous avez raison, quand on rentre chez soi, on n'a pas l'impression de rentrer dans un lieu de danger, c'est même normalement plutôt l'inverse. Il y a une autre statistique, moi, qui m'a frappé, c'est que plus d'un accident domestique sur 4 en Europe se passe en France. Alors, c'est pas juste lié à notre population, ça veut dire qu'on serait moins bon que certains autres pays. Il y a des choses dans la prévention qui se font mieux dans des pays que d'autres ? Il y a probablement une plus grande méconnaissance des gestes qui peuvent sauver et surtout des gestes qui peuvent sécuriser la maison. Et puis, il y a aussi des réglementations qui ne sont pas toujours respectées. Je pense au détecteur incendie, qui est aujourd'hui obligatoire et qui permet de sauver des vies. On le dit, les populations à risque, c'est quoi ? Les moins de 15 ans, les plus de 65 ans ? En effet, les plus de 65 ans et pour les plus jeunes, les moins de 15 ans, en effet. Et ben voilà. Si on considère justement sa maison sous l'angle du danger, je pousse ma porte d'entrée, de quelle pièce faut-il que je m'inquiète ? Je pense évidemment à la cuisine. Alors, il y a des dangers dans toutes les pièces, mais en effet, dans la cuisine, il y a pas mal de choses auxquelles on peut faire attention. La première, c'est sécuriser tout ce qui est table de cuisson, également l'accès aux produits ménagers. Il faut penser tout de suite, pour les produits ménagers, notamment quand on a des enfants en bas âge, à mettre ces produits en hauteur et à fermer le placard avec une clé. C'est-à-dire pas sous l'évier comme tout le monde. Exactement, parce que sous l'évier, un enfant peut ouvrir le placard et essayer de goûter ces produits. Oui, mais s'il n'ouvre pas ce placard-là, peut-être qu'il ira ouvrir le four qui est à côté. Tout à fait. Donc, on pense à sécuriser le four. Et par exemple, un geste simple, quand on fait la cuisine, on tourne les poignées des poêles et des casseroles côté mur pour éviter qu'un enfant qui passe ne s'accroche et qu'il y ait une catastrophe. Oui, pas de poignée qui dépasse au-dessus du vide à la portée des petites mains. L'autre pièce, évidemment, à laquelle on pense en termes de survenance d'accident, c'est la salle de bain. Oui, dans la salle de bain, 2 choses. La première, c'est bien sûr la baignoire. Il y a des événements dramatiques qui arrivent, même dans 15 cm d'eau. Pour les personnes qui sont plus âgées, le fait aussi de pouvoir glisser dans sa douche ou dans sa baignoire, si on met un tapis antidérapant par exemple, on peut éviter un grand nombre d'accidents. Et puis pouvoir rentrer, sortir de sa douche, de sa baignoire sans assistante et en toute sécurité. Sans se retrouver bloqué évidemment. Quand on arrive dans... un deuxième conseil, dans la salle de bain qui est très important, c'est sécuriser la boîte l'armoire à pharmacie. Ah oui. Pareil que pour les produits ménagers en hauteur. Ça, une armoire à pharmacie, c'est forcément en hauteur et hors de portée. Je pense que chez certaines personnes, ça peut peut-être être mis dans un placard bas parce qu'on n'a pas encore pris conscience que c'est un risque important. Avec les cosmétiques et le reste, oui. Exactement. Avec des pilules de toutes les couleurs. Donc en hauteur et on essaie de fermer cette armoire.
Alors, il y a des choses plus logiques quand on pense dans des maisons individuelles, par exemple, à l'accès au garage, à un atelier, par exemple. Là, on tombe dans des endroits où on a des objets dangereux, lourds, contondants. Ça, c'est des choses auxquelles les plus jeunes ne devraient pas avoir accès. Bien sûr, il faut essayer de pouvoir ranger ces outils et les rendre inaccessibles, toujours en hauteur, pour les plus jeunes. Moi, j'ai fait l'exercice. Je me suis promené dans ma maison, en tout à coup, considérant tout sous l'angle du danger. Déjà, très bon réflexe, bravo. Vous m'avez fait passer un fort mauvais week-end. Parce que tout à coup... c'est un vrai film d'horreur. C'est que vous vous dites, alors ça glisse, ça coupe, ça brûle. Et cette porte-là, elle ne ferme pas, enfin, etc. Est-ce qu'on a une sorte de petit manuel de la sécurisation de son domicile? Ça existe? Chez AXA Prévention, on a édité un livre qui s'appelle le Guide anti-accident et qui permet de lister à la fois tous les risques et surtout tous les conseils et les bons gestes à mettre en place pour pouvoir sécuriser au maximum son habitation. Ça prend du temps? Ça coûte cher d'avoir une maison sûre? Je pense que tourner les poignées des casseroles, ça ne coûte pas cher, et c'est un reste auquel on peut penser. De même que ranger certains objets en hauteur. Non, le coût n'est pas très important. Je précise aussi, parce qu'elles sont devant moi, que vous avez aussi édité des BD, des bandes dessinées qui s'appellent Les aventures de la famille Cascou. C'est fait pour les enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans. Vous pouvez aller voir ça sur le site d'AXA Prévention. Est-ce qu'il y a une saisonnalité des risques? Est-ce qu'on a plus d'accidents l'été, l'hiver? Ou est-ce que ce sont juste des accidents différents? Oui, il y a une saisonnalité des risques. D'abord, l'été, ça va être la période en extérieur, notamment des barbecues. Donc là, il peut y avoir en effet des risques d'incendie notamment qui sont beaucoup plus nombreux. Et puis en hiver, on observe une augmentation des risques d'intoxication au monoxyde de carbone parce que certains chauffages sont défectueux et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Après, il y a une chose qui reste en permanence, et là, il n'y a pas de saisonnalité, c'est qu'on observe que le gros des accidents ont lieu entre 17 et 20 heures, parce que c'est le moment où on est avec ses enfants et les parents dans la cuisine ou dans la salle de bain, qui sont vraiment deux pièces dans lesquelles il peut se passer malheureusement beaucoup de choses. C'est donc le moment où les enfants sont à la maison et ne dorment pas encore. Je savais bien que c'était eux les vecteurs du danger. Est-ce qu'une maison sans risque, on peut dire que ça existe ? Oui, ça existe, en effet. Si on fait cette revue... Je vais venir visiter chez vous, je pense qu'on va en finir par ça. Je vous écoute. Alors, on a déjà un peu parlé de la cuisine et de la salle de bain. Donc, on met hors de portée les produits ménagers et les médicaments notamment. On sécurise la salle de bain à l'aide de tapis antidérapants. Sinon, globalement, il faut penser aussi aux protèges prises électriques, notamment pour éviter que les enfants aillent mettre les doigts dedans. Oui, ou des ciseaux, ou des trombones. Tous les objets dangereux, en effet. Les angles des meubles, on peut avoir cette réflexion globale. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait un peu la visite de votre maison sous ce regard de prévention. En effet, repérer tous les meubles qui ont des bords extrêmement pointus. Et il y a plein de petits protège-meubles qui existent dans le commerce aujourd'hui. En plastique, un petit peu souple, voire même parfois en mousse pour les tout petits. Et ça permet d'arrondir les angles et donc d'éviter des chutes ou des coups quand on passe. Les portes, c'est toujours un danger ? Les portes, en particulier pour les plus petits, des blocs-portes peuvent éviter qu'un courant d'air ou un autre enfant ne claque la porte et ne coupe les doigts. Ce sont des accidents qui arrivent encore malheureusement très souvent. Les fenêtres, qui doivent rester inaccessibles ou situées à un minimum de 90 cm au-dessus du sol. Et il faut éviter de mettre du mobilier devant les fenêtres qui les rendent du coup accessibles et donc dangereuses pour les plus jeunes. Qui permet d'escalader et d'ouvrir la fenêtre. On a beaucoup parlé des plus jeunes. Parlons des anciens, des plus anciens, des seniors. Il y a des choses spécifiques qu'on peut faire pour adapter un domicile en termes de sécurité à la vie d'un senior au jour le jour et à sa sécurité. Dans l'ensemble de l'habitation, déjà, on peut regarder les tapis, éviter d'avoir trop de tapis ou sinon mettre des antidérapants dessous pour éviter que les personnes ne glissent. Parce que le premier danger, c'est quoi ? C'est la chute ? Le premier danger, en effet, ça va être la chute. Que ça soit dans l'appartement ou aussi dans la salle de bain, parce qu'avec l'eau, on peut glisser beaucoup plus facilement. Donc on évite tout ce qui peut être créateur de chute, c'est-à-dire les escaliers pas sécurisés, les tapis qui glissent et la salle de bain. Oui, et dans la salle de bain, on peut également ajouter une barre d'appui, de même qu'à côté des toilettes, pour pouvoir permettre d'éviter ces chutes et de s'appuyer quand on se relève.
Et il faut veiller à rendre en fait accessibles les circuits de circulation dans la maison, qu'on puisse passer de la chambre à la salle de bain, à la cuisine, sans trop d'obstacles sur le chemin, parce que c'est là qu'on peut buter et donc tomber. Autre chose, peut-être sur les escaliers, évidemment, installer des rampes. Enfin, tout ça, finalement, tombe sous le sens. C'est l'addition de tout ça qui en fait une vraie mission pour le propriétaire du domicile, surtout, par exemple, s'il a des locataires. C'est l'addition de ces bons réflexes qui fait qu'on peut en effet complètement sécuriser sa maison. Et il ne faut pas attendre d'avoir une catastrophe pour pouvoir ensuite repenser intégralement, sous la forme d'un audit super structuré, cette sécurisation. Si on essaie de penser en termes de solutions, moi, ce qui m'est venu finalement en préparant cette émission, c'est que quand on voit les chiffres et la variété des dangers qui vous guettent à la maison, selon votre âge souvent, on se demande si finalement le secourisme ne devrait pas devenir une matière obligatoire à l'école. Vous militez pour ce genre de choses ? Nous, au sein de l'association, on plaide vraiment pour sensibiliser le plus grand nombre à l'ensemble de ces risques. Donc c'est pour ça qu'on a édité l'édition des casse-coups, qui est destinée aux plus jeunes et qui permet, en fonction de leur âge, sous la forme d'une bande dessinée assez sympa, de pouvoir comprendre où sont les dangers et surtout comment est-ce qu'on peut les éviter. Et puis pour les plus grands, on a beaucoup d'articles de prévention qui sont disponibles sur notre site internet, et ce guide anti-accident qui permet vraiment de dresser la checklist de ce qu'il y a à faire en fonction de ces problématiques chez soi pour être en plus grande sécurité. Catherine Chazal, on s'est concentré sur la salle de bain, tous ces endroits terribles, la cuisine, la chambre et le reste. Quand on sort juste des murs de sa maison, si on a un jardin par exemple, un atelier, une piscine, là aussi il y a des choses très spécifiques qu'il faut faire. D'ailleurs, il y en a qui relèvent de la loi en fait. Oui, tout à fait. Alors, quelques gestes simples à mettre en place. Déjà, bien sûr, quand les enfants jouent dans le jardin, on continue à les surveiller et on vérifie avant s'il y a par exemple une balançoire ou un toboggan qui sont installés dans le jardin, qui soient bien fixés au sol, parce que ça, c'est vraiment une cause d'accident qu'on observe énormément. Deuxièmement, si il y a un barbecue, il faut vérifier toujours qu'il soit stable et on éloigne les enfants au moment où on utilise le barbecue, parce que les risques de brûlure sont très fréquents. Pour les parents aussi, je vous rassure. Oui, et donc pour les parents, excellente transition, on utilise des ustensiles qui ont des manches assez longs pour éviter le risque de brûlure, notamment quand il peut y avoir de temps en temps des projections. Les piscines ? Alors, le sujet de la piscine, ça c'est un sujet qui est primordial. La loi n'est pas neuve là-dessus, ça fait presque 20 ans. Exactement, ça fait depuis 2003 et pourtant on sait qu'il y a encore énormément de piscines qui ne sont pas en accord avec la réglementation. Donc aujourd'hui, il est réglementaire depuis 2003, j'insiste, d'entourer sa piscine d'une barrière et d'installer également une alarme qui se déclenche en cas de chute dans la piscine. Et bien sûr, ça ne dédouane absolument pas les parents ou les adultes à proximité de surveiller de manière très active, très concentrée, les enfants qui sont en train de se baigner dans la piscine. La terreur, c'est peut-être le moment où on laisse des enfants juste assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes dans la maison, même l'espace d'un quart d'heure, le temps d'aller, je ne sais pas, à la poste ou chercher une baguette. Là, on a forcément toujours dans un coin de la tête l'éventualité de l'accident. Qu'est-ce qu'on peut leur apprendre ? Est-ce qu'on peut juste leur apprendre les numéros d'urgence ou le numéro d'urgence, le 112 ? Oui, une bonne pratique, ce serait vraiment de pouvoir imprimer les numéros d'urgence et les afficher sur le frigo. Comme ça, si malgré la sécurisation du domicile, un accident malheureusement arrivait, l'enfant sait tout de suite qui appeler. Il faut vraiment leur apprendre encore le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police, ou juste leur dire « appelle le 112 » et eux t'aiguilleront vers le bon service ? Alors, le mieux, c'est peut-être de le mettre dans l'ordre de priorité. Et de toute façon, il faut le rappeler parce que même dans le cas d'un accident, on peut être paniqué et donc oublier les numéros au moment où on en a le plus besoin. Donc, le 112 pour le numéro d'urgence européen, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, le 17 sera la police et le 115, le SAMU social. Merci beaucoup, Catherine Chazal, de ce temps passé avec nous. Je vous laisse parce que moi, j'ai toute une maison à les sécuriser. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, évidemment, n'hésitez pas à aller cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires pour aider d'autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.